Bienvenue à cette émission sans langue de bois. Pour ce numéro, j'ai contre-invité avec moi John Karim Gadiaga de l'économiste du Faso, Dimitri Kaboré de Faso Zine, Aimé Nabaloum du Reporter et Joël Zoundi de Burkina Info. Trois sujets au menu de cette émission. Nous parlerons du discours d'ouverture de la première session parlementaire de l'année 2016. Cette session dite session des lois, nous avons écouté le président de l'Assemblée nationale faire son discours d'une trentaine de minutes. Nous allons essayer de décrypter ce discours. Nous reviendrons également sur le Conseil extraordinaire des ministres qui s'est tenu le lundi 29 février dernier, où il était question des décrets portant organisation des ministères, les organigrammes de 22 ministères. Avec mes journalistes invités, nous allons également décrypter ce que l'on peut vraiment comprendre à travers ces organigrammes. Une fois de plus, donc, bienvenue à cette émission. Joël Zoundi, nous commençons par vous. Nous parlons du discours du président de l'Assemblée nationale, un discours dans lequel on a retenu plusieurs choses, notamment la décision de l'Assemblée dans les jours à venir. L'Assemblée va voter une loi qui va retirer la gestion des parcelles aux maires, alors qu'on sait que depuis que notre pays effectivement s'est engagé, comme je le disais, dans la communalisation intégrale, la question des parcelles a toujours été une question très difficile à gérer au niveau des mairies. Le fait d'entendre le président de l'Assemblée dire qu'il va retirer la gestion des parcelles dans les mains des maires, est-ce une bonne chose pour vous? Bon, moi je crois que c'est déjà un peu trop tôt de jubiler, hein, rien qu'à entendre cette déclaration du président de l'Assemblée. On pourrait dire que ce serait quelque chose de bien, le fait de le retirer, mais encore faudrait-il voir la composition de la commission à laquelle on va confier la gestion, en tout cas de la gestion foncière au niveau de notre pays. Parce que le problème, ce n'est pas retirer ça des mains des maires, mais c'est vraiment mettre une commission pluridisciplinaire qui va gérer cette question foncière-là de façon clean, comme on le dit, parce qu'il ne suffit pas de changer de commission pour que tout rentre dans l'ordre, parce qu'il faut mettre aussi l'homme qu'il faut à la place qu'il faut pour qu'on ait quand même une gestion saine au niveau de... Oui, Joël Zoundi, je pense que dans ce discours du président de l'Assemblée nationale, c'est vrai qu'il y a deux choses. Il a parlé de cette loi. Je pense que les députés vont initier cette loi qui va donc retirer la gestion des parcelles des maires. C'est sûr et certain que peut-être nous trouverons comment effectivement ces parcelles seront gérées dans le futur. Oui, mais pour l'instant, quelle est l'opportunité effectivement de prendre cette décision? Oui, la décision en elle-même est salutaire pour moi. Oui. Quand on sait les difficultés qu'ont rencontrées les différentes commissions qui ont eu à gérer de la question. Pendant la transition, on a vu le nombre de maires qui ont été transportés mini-maritari à la MACO pour avoir géré de façon pas très catholique cette question foncière-là. Donc aujourd'hui, la question foncière en tout cas est regardée avec beaucoup d'attention au sein de nos populations. Et quand on sait que des politiques utilisaient en tout cas ce foncier-là pour se faire élire, et une fois élu, il y a quand même un devoir de redevabilité envers cet élu-là, envers ce qu'on pourrait appeler ses supporters. Et c'est dans la façon de remercier ses supporters à travers l'attribution des parcelles qui fait que parfois, il y a problème. Okay. Donc pour moi, le fait déjà même de vouloir retirer ça des mains de ces anciennes commissions-là, c'est déjà quelque chose à saluer. Aimé Nabaloum, qu'est-ce que vous dites sur cette question? C'est vrai que le président de l'Assemblée nationale, dans son discours, a parlé également des commissions d'enquête parlementaire qui seront mises pour effectivement se focaliser sur le foncier et puis sur les mines. Non, moi je pense que, en fait, je ne vois vraiment pas, contrairement à mon confrère, je ne vois pas l'opportunité de cette décision. Pourquoi retirer la gestion des parcelles à l'autorité locale? Moi, je ne vois pas. C'est vrai, il y a eu des difficultés, tellement de difficultés dans la gestion et les différentes attributions des parcelles par les maires. Il a dit, des maires, des autorités communales qui ont joué sur cette fibre donc d'attribution de parcelles là à but politique. Mais est-ce que cela est suffisant pour retirer comme ça, par un coup de baguette magique, la gestion
des parcelles au maire. Mais moi, je me demande quelle sera l'autorité ou la commission la plus indiquée pour gérer les questions de parcelles, mis à part les populations à la base. Ce sont elles qui vivent ensemble, ce sont elles qui savent qui peut en tout cas bénéficier d'un lopin de terre pour construire ou habiter. Ce sont elles également qui savent qui vient de l'extérieur pour venir une fois de plus bénéficier de parcelles pendant que les populations résidentes n'en bénéficient pas. Moi je pense que se baser sur le fait que la gestion a été catastrophique pour retirer la gestion des parcelles aux autorités locales, à mon avis, c'est une erreur. C'est une erreur parce que la meilleure personne, la personne la mieux indiquée, c'est la population, c'est l'individu au niveau village, au niveau commune, qui est mieux indiqué pour savoir comment attribuer les parcelles. Si, à mon avis, la solution, c'est de fixer des règles claires. Des règles, en tout cas, c'est vrai qu'il n'y a pas de règles inviolables, mais en tout cas des règles suffisamment strictes pour que la gestion des parcelles, leur attribution soit faite de façon, en tout cas, rigoureuse. Qu'on ne puisse pas donner une parcelle à qui veut ou bien à des camarades de famille politique. Et que la gestion puisse suivre des règles, à mon avis, plus strictes. Sinon, qu'on retire, moi je pense beaucoup plus à du populisme de la part donc, du président de l'Assemblée nationale qu'à vraiment une volonté d'une gestion saine des questions de parcelles. Dimitri Kabori, dans son discours, le président de l'Assemblée nationale a dit que dans leur travail parlementaire, ils devront tenir compte des aspirations de ceux qui se sont sacrifiés pour que la démocratie arrive, alors qu'on sait que dans les aspirations, effectivement, dans les revendications des insurgés, il y avait cette question foncière, cette question des parcelles. Est-ce qu'on peut dire tout simplement que Salif Diallo est en train de vouloir répondre à ces insurgés en parlant de cette question des parcelles? Non, moi je crois que je rejoins complètement mon collègue Menabaloum parce que le problème foncier, s'il faut gérer ça au niveau local. Pour moi, c'est un recul de la démocratie au Burkina Faso que par une loi, on veuille retirer aux autorités locales la gestion du foncier. Il y a eu des cas de dérive, des cas de dérapage. Mais quand vous prenez les cas de dérive et de dérapage, où il y a eu des malversations au niveau foncier, les responsables, c'est qui? Ça a toujours été pratiquement des maires qui sont sous la bannière du parti au pouvoir. Et c'est toujours ce même État central, avec des ministres, avec des députés, avec des opérateurs économiques, qui mettent toujours la pression sur ces maires qui sont été des camarades politiques. Très rarement, vous allez voir un maire de l'opposition qui puisse avoir des marges de manœuvre pour essayer de confier, par exemple, des dizaines d'hectares, par exemple, à une personne, soit disant camarade politique. Le problème, c'est ça. Ensuite, pour moi, il y a eu des cas de malversation. Pour moi, ces cas de malversation doivent être traités pour l'exemple. Pour moi, il y a eu beaucoup de complaisance dans cela. Maintenant, on voit même le cas le plus épatant. L'actuel directeur de cabinet de Roch-Marc Christian Kabore, Seydou Zaglé, qui était maire de Koulougou, a été licencié, a été démis de ses fonctions de maire pour faute grave sur l'affaire du verger, du vieux. Mais aujourd'hui, ce même maire moi, je n'ai pas vu de procédure à son encontre. Aujourd'hui, cette même personne qui aurait eu des malversations au niveau foncier se trouve être le directeur de cabinet du président du Faso. Et maintenant, le président de l'Assemblée nationale veut nous dire, écoutez, non, le problème, ce n'est pas retiré. Je crois que si c'est pour la perspective, on peut installer une commission ad hoc, composée avec des experts en aménagement du territoire, pour qu'on ait un plan de lotissement, un plan de la gestion foncière au niveau national. Et les maires doivent être conviés, puisqu'il y a les élections municipales pour bientôt. Et ensemble, on va édicter des règles claires, comme il a dit. Et maintenant, nous sommes dans un pays, les gens vont toujours, peu importe la loi, les gens vont enfreindre. Et on sanctionne ceux qui sont responsables. Mais le drame, le risque que je vois, c'est quoi? Si on transfère, si on retire cette gestion foncière aux maires, on va confier à qui? C'est à l'État central. L'État central, qui contrôle l'État central? C'est encore les mêmes, il y a encore plus de flou. Par exemple, une commune par exemple, qui se trouve par exemple, dans la province du Kénédougou, c'est la commission, on sait que c'est des bureaucrates, ils seront toujours installés à Ouaga, où vous allez déléguer des gens qui seront à Kénédougou, qui vont gérer la question foncière. Pendant qu'il y a un maire, il y a un conseil municipal, il y a le CVD. Pour moi, je crois que le problème n'est pas à ce niveau. Pour moi, il faut juste garder cette prérogative aux maires. Maintenant, on les soumet le plan
de découpage du territoire et comment cette question doit être gérée. Maintenant, si un maire fautif, c'est un conseil municipal fautif, moi je crois qu'il doit répondre de la loi et être sanctionné de la plus belle des manières selon les lois en vigueur. Sinon, cela, ça ne va pas se résoudre. Parce que même si on retire, pour terminer, à cette fameuse commission qui va gérer au niveau central, il y aura toujours des gens qui vont dealer des parcelles. Mais est-ce que ces personnes qui vont dealer des parcelles au niveau de l'exécutif ou au niveau de la commission qui vont gérer, on les fait quoi? On va dire comme c'est l'État central, on ne va pas les traduire. Ce sera la même procédure. S'il y a eu des malversations au sein de cette commission, naturellement, il y aura la justice. Donc pour moi, peu importe si la justice est là, ceux qui vont enfreindre iront répondre et ceux qui vont bien gérer également pourront rester. Et justement, ce que vous dites pour le directeur de cabinet, je pense que ça mérite explication, d'autant plus qu'il avait été révoqué, je pense, le 25 janvier 2012. En ce temps, il était toujours au CDP, donc on ne pouvait pas parler de règlement de compte. Oui. Donc il y avait peut-être une réalité quelque part. Pour faute grave. Voilà, d'accord. On continue avec John Gadiaga sur cette question du foncier, sur cette question de la gestion des parcelles qui sera retirée sûrement à travers une loi qui sera prise par les parlementaires burkinabés. Quelle appréciation? Ouais, je dois dire que c'est tout à l'honneur de l'Assemblée nationale, effectivement, de chercher à comprendre cette question, qui a été une question véritablement au cœur des crispations, de mécontentement de la population. Donc, vouloir comprendre ce qui se passe dans la gestion des parcelles, c'est très bien. Mais maintenant, est-ce que la solution, c'est de retirer la gestion des parcelles aux maires? Je crois que non, parce que c'est remettre en cause carrément les principes même de la décentralisation. Nous avons adopté la décentralisation au Burkina pour permettre d'avoir une gestion véritablement de proximité des choses. Et si il n'y a qu'aujourd'hui les maires qui vivent avec la population au niveau de la base, qui savent véritablement qu'est-ce qu'il faut faire sur la question des parcelles, qui savent qui doit bénéficier d'une parcelle, qui vit sur place et qui effectivement remplit les conditions pour prétendre à une parcelle. Donc aujourd'hui, si on doit créer une structure, je ne sais pas c'est quelle structure on va créer, est-ce que c'est au ministère de l'administration territoriale, est-ce que c'est une structure comme ça et spéciale qu'on va mettre en place, il y a le risque de faire des lotissements prêts à porter, on vient avec un truc fait et puis on impose aux populations sans comprendre véritablement les vrais besoins et la réalité de la chose sur le terrain. Donc, à mon avis, la question, le problème ne se situe pas dans qui gère les parcelles, il se situe plutôt dans qu'est-ce qu'on fait dans la gestion des parcelles. En octobre 2013, il y a eu les états généraux de lotissement qui ont fait un certain nombre de recommandations, une vingtaine de recommandations, qui sont très bien. Je me demande pourquoi on n'applique pas ces recommandations-là. L'enquête qui va être faite au niveau du Parlement, ça va permettre, on va aboutir aux mêmes conclusions. Ce sont les mêmes problèmes. Les problèmes sont connus, il faut s'attaquer aux problèmes. Les états généraux des lotissements ont fait des recommandations qui visent à résoudre la question des lotissements. Il suffit d'appliquer ces choses, ces recommandations, et on verra qu'effectivement, et voilà, on a demandé par exemple que la question des parcelles soit informatisée, qu'il y ait, on ne puisse plus s'asseoir comme ça et dire, bon voilà, et quelqu'un vient, je demande une parcelle qu'on lui donne, que ça soit payant. De telle sorte que les gens comprennent que c'est un bien et que, bon, finalement, ce n'est pas quelque chose sur lequel il faut faire des spéculations, parce que c'est ça aussi. Il faut remarquer qu'en temps, il y avait eu une enquête qui a permis de savoir qu'il y avait plus de parcelles, par exemple, dans la ville de Ouagadougou, que de ménages. Ça, il y a un problème. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de parcelles. Les parcelles sont mal gérées. Voilà, c'est ça qu'il faut revoir. Et les états généraux de lotissement ont fait des recommandations dans ce sens. Il faut reprendre ces recommandations-là. Et en 2015, il y avait une structure, une association qui avait demandé qu'on revienne effectivement, qu'on mette en place, qu'on applique ces recommandations-là. Bon, c'est vrai qu'on était dans une période de transition. Maintenant que nous sommes dans un régime normal, effectivement, il faut reprendre ces recommandations et l'appliquer pour résoudre la question des parcelles. Ok. Joël Lezoundi, est-ce que vous partagez les sentiments de certains Burkinabés qui disent qu'à écouter le discours de Salif Diallo, qui a duré une trentaine de minutes, qu'on avait l'impression que le président de l'Assemblée nationale a outrepassé les prérogatives qui sont les siennes, si je peux dire, en tant que député, c'est-à-dire consentir l'impôt, voter la loi et contrôler l'action gouvernementale. Il a plutôt, d'après certains, déroulé le programme que l'exécutif, que peut-être le président du Faso devait dérouler. Est-ce que vous avez ce sentiment? Oh non, pas du tout. Je pense que les citoyens vont un peu loin. Et quoi qu'on dise, le Burkina Faso revient de très loin.
Et il faut mettre le discours du président de l'Assemblée dans tous ces processus-là. Je pense que le président de l'Assemblée a voulu faire comprendre au peuple burkinabé d'où nous sommes venus pour arriver à la mise en place de cette assemblée-là. Et c'est ce qui a valu ce rappel historique-là. Et pour moi, je trouve que c'était nécessaire. Ça permet quand même aux citoyens de faire le point des acquis et de voir aussi les perspectives quand même avec un peu d'espoir. Parce que je me dis que la représentation nationale qui fait ce diagnostic-là, ça veut dire que le message que le peuple a envoyé lors des événements des 30 et 31 et pendant le push, en tout cas, ça veut dire que le message doit être bien compris par ces représentants qui siègent au niveau de l'hémicycle. Donc, partant de ce constat, je pense que le président de l'Assemblée n'a fait en tout cas que poser les jalons, en tout cas, d'un Burkina nouveau, si l'on peut le dire ainsi. Et bien, Nabaloum, certains aussi disent que le président de l'Assemblée nationale, dans son discours, a titillé l'opposition, alors qu'il devait quand même jouer en tant que président de l'Assemblée nationale et non chef d'un parti politique, parce que pour les uns et les autres, il a pris fait et cause pour la majorité et non pour l'opposition. Alors que ce qu'il dit, d'après que les opposants étaient allés le voir quand ils ont réparti les postes, les opposants avec 15 postes, ils sont allés le voir pour lui dire qu'ils n'étaient pas d'accord. Il leur a donné 3 postes. Donc lui aussi, peut-être, il reconnaissait la justesse peut-être de leur plainte, mais dans son discours, il a voulu quand même les titiller un peu. Oui, moi, je trouve que c'est normal. Hein? C'est normal. Mais c'est peut-être méconnaître l'homme, président de l'Assemblée nationale, Salif Diallo. Quand vous écoutez certains députés, certains parlementaires de l'opposition, beaucoup ne disent pas trop de mal de l'homme. Parce que c'est quoi, vous l'avez fait remarquer, à la mise en place donc, des organes de l'Assemblée nationale, il a joué à l'arbitre à un certain moment en faveur de l'opposition. Les postes dont vous parlez, il n'y a pas que ça. Il y a bien d'autres situations que le président de l'Assemblée nationale a travaillé, en tout cas à apaiser au sein de l'Assemblée à la mise en place des organes. Maintenant, qu'il titille l'opposition, c'est aussi de son droit. Parce que c'est quoi? C'est vrai, il est le président de l'institution, mais il est issu d'une famille politique qui va lui demander des comptes à n'importe quel moment, et si vous voulez, à tout moment. Son parti d'origine va lui demander des comptes. Écoute, ben, tu y es, ben, c'est de notre fait que tu es là-bas, et il n'a pas le choix que d'avoir en tout cas de temps en temps un clin d'œil à l'endroit de sa famille politique. Maintenant, il ne faudrait pas aussi qu'il en fasse trop pour ne pas décourager, peut-être politiquement, l'opposition qui, quand vous regardez actuellement, est plus ou moins, à mon avis, fébrile. Si on tape trop là-dessus, ça risque de ne pas trop donner en termes de résultats. Et Salif Diallo, il peut du moins donner de temps en temps des coups à l'opposition, peut-être pour la réveiller, mais surtout pas pour lui faire du mal, à mon avis. Voilà. Dimitri Kabori, c'est vrai que Salif Diallo, dans son discours, a dit que l'Assemblée nationale ne sera pas une caisse de résonance. En quelque sorte, ils vont accompagner le gouvernement, ils vont accompagner l'exécutif. Est-ce qu'on peut comprendre qu'on aura plus de propositions de loi venant des députés que de projets de loi venant du gouvernement? C'est-à-dire que ça sera peut-être... on verra des projets de loi qui seront rejetés de façon bruyante à l'Assemblée nationale, des projets venant du gouvernement qui seront rejetés parce que, tout simplement, n'allant pas dans le sens de l'Assemblée. Non, mais sur le point, quand sur dans une partie parce que du discours... le reproche qu'on a fait aux autres assemblées, c'était des caisses résonantes. Tout ce qui venait du gouvernement, ça passait sans problème. Oui. Et pour moi, je crois que nous vous revenons de loin, mais pour moi, il ne faut pas trop rêver. Il faut rester sur terre. Ça m'étonnerait que cette assemblée, avec la majorité, s'il y a une partie de son discours, il a précisé, il s'adressait uniquement aux membres de la majorité, aux députés de la majorité. Il a dit ceci, il est de notre devoir de faire en sorte que la majorité de soutenir le programme présidentiel, de telle sorte pour qu'en 2020, on puisse réellement changer la vie, le quotidien des Burkinabés. S'il a dit, c'est tout simplement, la majorité va s'atteler. Quand vous savez que c'est un nouveau pouvoir qui est là, qui est en train de tout redéfinir, il y aura de nouveaux projets que le gouvernement va envoyer. Donc, il y va de la crédibilité du mandat du président du Faso
que l'Assemblée nationale ne rejette pas. Je crois que même l'exécutif, quoi qu'on dise, on croit toujours à la séparation des pouvoirs, mais ça m'étonnerait que l'exécutif puisse monter des projets de loi sans que quand même Salif Diallo, qui est le président par intérim du MPP, et quand même quoi qu'on dise, qui est l'un des maîtres à penser du nouveau pouvoir, ne puisse pas être consulté avant quand même que le projet ne soit monté. Certes, il y a la séparation de pouvoir, mais je vois très, puisque je crois qu'ils vont travailler en tandem, de telle sorte que, puisque le président compte sur cette majorité pour dérouler son programme. Oui. Alors que si tous les projets de loi que l'exécutif va envoyer entrent dans le cadre du programme présidentiel, moi, ça m'étonnerait que les députés de la majorité qui ont des ministres au sein du gouvernement, également qui est la première vice-présidence, également le président de l'Assemblée nationale, pour moi, ça m'étonnerait fort qu'il y ait quand même des rejets de la majorité. À moins qu'il y ait plus tard un problème entre, par exemple, l'exécutif qui est incarné par le chef de l'État et le président de l'Assemblée nationale, Salif Diallo, ou qui peut envoyer des députés frondeurs, ou un peu comme on l'a vu dans le cas au Niger. Mais moi, je pense que même s'il y a, à mon avis, s'il y a des rejets de façon bruyante donc de loi, mais moi je pense que nous on va applaudir, l'opinion va applaudir, ça veut dire que ça a été certainement mal conçu et que ce n'est pas dans l'intérêt des populations. Si c'est à rejeter et que ce soit vraiment rejeté. Parce que ça ne répond pas aux aspirations donc, du peuple. Par les temps passés, on voyait généralement la loi de finances, la loi des finances, généralement l'opposition la rejetait parce que ça ne cadrait pas effectivement avec les aspirations du peuple. Peut-être que la loi de finances à venir, si elle ne cadre pas, peut-être qu'on verra. Non, franchement, sur cette loi de finances, je crois que le débat sur la loi de finances a toujours opposé, même dans les plus grandes démocraties. Parce que l'opposition a sa vision du monde, l'opposition a sa vision du développement. La majorité également a sa vision. Pour moi, la loi de finances, puisque c'est l'exécution de la vision du développement du parti au pouvoir. Alors que l'opposition, qui a perdu les élections également, avait sa vision. Donc c'est très difficile de demander à l'opposition d'être d'accord avec une loi de finances. Par exemple, bon, si moi je privilégie plus l'éducation et que c'était moi j'allais mettre par exemple 25% du budget de l'éducation, alors que le parti au pouvoir voit que son plus grand test, par exemple, c'est de réussir, de donner l'énergie, par exemple, à tous les Burkinabés. Forcément, au niveau de l'arbitrage, naturellement, mais je crois que ça a toujours été comme ça. Voilà, et puis moi-même, je me dis que le jour où vraiment l'opposition va valider, comme une lettre à la poste, comme ça, vraiment, cette loi de finances, je me dis qu'il y a de quoi mettre fin à cette opposition. Cette opposition. D'accord, avec Guillaume Karim Gadiaga, le président de l'Assemblée nationale, comme il a dit, il y aura des commissions d'enquête parlementaire sur le foncier et les mines. Est-ce que, comme le disait Nabaloum Aimé, quel que soit le travail fait par une commission parlementaire, est-ce qu'on va voir ce qu'on ne savait pas? Non. Parce que les autres assemblées aussi il y a eu des commissions d'enquête parlementaire, mais ce n'est allé nulle part d'après quelqu'un. Déjà, pour rebondir par rapport à la question de caisse de résonance ou de caisse, je crois qu'il ne faut pas voir l'action de l'Assemblée nationale comme une opposition politique au pouvoir exécutif. Il s'agit d'une appréciation objective des choses. Et ça même, c'est au bénéfice du pouvoir de l'exécutif, effectivement, parce qu'ils sont là et quand même, c'est un régime qui arrive dans un contexte assez particulier, un contexte post-insurrectionnel, où effectivement les gens ont des besoins, des attentes assez pointues. Donc, ensemble, si l'Assemblée nationale arrive à éclairer, en tout cas, la vision de l'exécutif, je pense que c'est ça qui devrait être plutôt bénéfique, non seulement pour le régime en place, et pour l'exécutif, et en plus pour la population. Donc, dire que ce ne sera pas, les choses ne passeront pas comme il est à la poste, je crois que c'est une façon objective d'apprécier les choses. Et maintenant, par rapport aux enquêtes parlementaires, justement, je pense que toutes les questions aujourd'hui, que ce soit les questions du foncier, la question foncière, la question des mines, les problèmes sont connus et on connaît plus ou moins aussi les solutions. Mais maintenant, une Assemblée nationale qui arrive a besoin d'avoir un instrument, effectivement, propre à lui, et un instrument à partir duquel il peut effectivement apprécier la question, un instrument qui lui permet de comprendre mieux la situation. Donc c'est peut-être dans ce sens que moi je comprends, et en tout cas l'intérêt de ces enquêtes parlementaires-là, permettre à l'Assemblée nationale de disposer de son propre instrument d'appréciation sur la question. Sinon, sur la question des mines, par exemple,
et au cours de l'insurrection, au moment au cours de la transition, cette question des mines était revenue et qu'il a fallu même mettre en place un nouveau code minier pour tenter de résoudre les questions liées à la mine. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a eu un boom de l'activité minière aujourd'hui et qu'au niveau des populations qui sont concernées par ces sites miniers-là, on ne ressent pas ce développement, on ne ressent pas cette activité-là. Donc, il faut faire en sorte. Donc, il y a eu même l'instauration de choses, la taxe de 1% sur le chiffre d'affaires qui va permettre d'alimenter les projets de développement. Mais maintenant, il y a peut-être une question aujourd'hui qui est là. Comment va se faire la répartition de ce fonds-là? Il y a une façon de centraliser les choses au niveau de l'État, finalement, que bon, au niveau des populations même qui sont directement concernées par ces sociétés minières-là, on risque de ne pas sentir l'effet. Parce que avant cette taxe-là, il faut dire quand même que même si ce n'était pas effectivement la bonne manière, les sociétés minières tentaient de faire des projets d'investissement, des projets de développement, à construire des routes, des ponts, à faire des dons qui sont assez significatifs au niveau de la population. Il y a par exemple certaines sociétés minières qui donnaient par exemple des animaux à certaines populations pour faire de l'élevage. Il y avait un impact direct au niveau de la population. Maintenant qu'on dit à ces sociétés minières-là d'arrêter ces choses-là et de remettre 1% de leur chiffre d'affaires au niveau central, bon, on risque effectivement, les populations risquent de ne pas ressentir ça tout de suite et que ça va poser problème. Peut-être que c'est sur ces choses-là qu'il faut réfléchir. Malgré, effectivement, c'est bon de dire de mobiliser 1% sur le chiffre d'affaires, mais comment se fait l'administration, la répartition de ces fonds-là pour que les gens puissent ressentir effectivement l'activité minière. Voilà. D'accord, c'est vrai que nous allons terminer rapidement sur ce sujet avec un tour de table. Salif Diallo, dans son discours, a parlé de réconciliation, mais justice d'abord. Finalement, quand on l'écoute, on se demande la réconciliation sur quel sujet ou sur quel problème? Est-ce à dire on va revenir sur les réconciliations dont Blaise parlait le 30 mars voilà, 2001, ou bien c'est les réconciliations après ce qui s'est passé, après l'insurrection et le coup d'État? Finalement, c'est toute la question. Joël Zindi. Oui, moi je crois qu'il y a une commission de réconciliation qui a été mise en place, dont l'installation a eu lieu récemment par le président du Faso, Roma Christian Kaboré. Le Haut Conseil, on va dire. Je crois que c'est tout ce qui a été commis comme violence, que ce soit politique ou économique, depuis nos indépendances jusqu'à nos jours. Parce que moi je trouve que c'est le moment idéal pour vider tous ces dossiers-là, pour que le Burkina Faso reparte pour une bonne fois. Voilà, donc... Ok. Émile Maloum, donc, à écouter Joël Zoundi, on peut penser que si c'est pour revenir depuis longtemps, on va juger simplement les derniers ministres de Blaise, qu'on pourrait encore dire qu'il y a eu justice là-bas. Est-ce qu'on va juger tout le personnel politique qui a animé la vie peut-être de 87 jusqu'à maintenant? Si il faut passer par là, il faut y aller. Mais il faut savoir que chaque peuple a une histoire. Et cette histoire-là doit se construire. Le peuple du Faso a une histoire. Et il faudrait mettre tout en œuvre pour que l'histoire ne soit pas trahie. Et c'est ça le plus important. Et tant que les populations, à un certain moment, ne vont pas s'asseoir et puis se parler, se dire les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles ont été, se pardonner, ça va être difficile de construire une histoire, à mon avis, suffisamment sereine. On risque d'avoir des troubles au cours de notre histoire. Et si vous voulez, le futur en voudra aux actuels. Pour moi, le plus important, c'est de créer un cadre pour que chaque Burkinabé qui se sent frustré, qui a été victime d'une manière ou d'une autre, Joël l'a dit, que ce soit politique, économique ou financier, quelle que soit la manière dont un Burkinabé a été victime, il faut donner l'occasion à cette personne-là de s'exprimer de façon sincère, de façon ouverte. S'il y a des coupables, que les personnes puissent également s'expliquer devant le peuple. C'est là le plus important pour une nation, en tout cas, pour un peuple qui veut se construire une nation. Tant qu'on ne va pas passer par là, ça va être toujours des hésitations, les faits déplorables, malheureux vont se répéter, ça sera un cycle et finalement on ne saura pas où aller. La justice, oui, mais il faut que les Burkinabés se regardent en face, qu'ils acceptent de se parler, se pardonner
pour pouvoir faire avancer les choses. Pardon. Ok, Dimitri, c'est vrai qu'on dit que généralement la violence en politique dans notre pays a commencé à partir des années 1983. Finalement, il y a eu effectivement trop de personnes peut-être assassinées, trop de personnes tuées. Mais finalement, on se demande s'il faut faire la réconciliation sur tout ça. C'est vrai qu'il faudra situer les responsabilités. Et dans les responsabilités, est-ce qu'on risque quelque part de ne pas faire la chose de façon erronée, comme l'a dit Nabalou? Non, parce que pour moi, je crois que ce serait très difficile de remonter. Ça, c'est une histoire, c'est parce que la réconciliation à laquelle fait allusion le président de l'Assemblée nationale, en réalité, c'est expurer les 5000 et quelques dossiers que la Commission nationale des réformes et de la réconciliation nationale, qui était dirigée par l'archevêque de Bourg-du-Lasso, qui a transféré ça au Conseil de l'unité qui a été installé. Donc, en réalité, c'est ça, c'est là que ça va gérer. Et je crois que ce sont ces dossiers qui vont au motiver. Généralement, c'est des crimes économiques, il y a des crimes politiques, surtout liés à l'insurrection populaire, liés au coup d'État où il y a eu des brimades, etc. Où on va essayer de voir un peu clair dessus. Mais c'est plus facile, par exemple, de juger ceux qui ont fui ou bien ceux qui ne sont pas là, que de juger ceux qui sont là, qui sont au pouvoir. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Non, pardon, c'est ce que j'ai dit. L'histoire de Burkina Faso ne se limite pas à Blaise Compaoré. Non. Ce monsieur a fait 27 ans au pouvoir. Avant 27 ans, il était avec d'autres personnes. Avant lui, il y a des gens qui ont commis des brimades à l'endroit de Burkinabé. Il faut... Parce que si nous gardons ces rancœurs-là encore longtemps, on va créer des frustrations pour le futur. Non, le problème, c'est pour dire d'une manière pratique. Ce que je sais du dossier, c'est ça. C'est la suite de ces dossiers qui seront mis à nu et on va essayer de rendre compte. En réalité, c'est ça. Maintenant, aujourd'hui, ceux qui ont géré le pouvoir avec le président Compaoré sont actuellement au pouvoir. Pratiquement, toutes les personnes qui ont eu à gérer le pouvoir de 87 jusqu'à maintenant sont au niveau du pouvoir. Moi, je ne sais pas par quelle magie on va le faire sortir un certain nombre de dossiers. Parce que moi, je sais dit que c'est sur les mêmes aspects que dans... Parce que quand vous prenez, il y a toujours des dossiers où, quand vous prenez même l'historique que Salif Diallo lui-même a fait du sud du Burkina, arrivé à 91, il a rapidement survolé et il est venu en 2014. Vous savez, quand il était très bref, il a dit, bon écoutez, tout le monde avait l'espoir sur le Front populaire et la 4e République. Et rapidement, bon voilà, l'espoir était dessus parce qu'ils ont fait petit à petit pour installer un régime, un État patrimonial. Et cet État est tombé en 2014. Il a omis volontairement toute la traversée qu'ils ont faite avec Blaise Compaoré jusqu'à 2014. Donc pour moi, c'est ça le vrai problème. Quelle réconciliation on veut? On veut juger ceux qui ont été responsables à un moment donné du tort donné au Burkinabé entre 2014 et 2015, ou on veut remonter jusqu'en 1960 pour essayer de se régler les comptes. C'est ça a été le vrai problème. Donc pour moi, c'est la réflexion et il faut peut-être voir Salif Diallo pour qu'il nous explique davantage. Non, il ne faut pas trop rester dans un piège, le piège de la réconciliation. La réconciliation, ce n'est pas une peinture qu'on vient mettre comme ça sur un mur pour dire nous sommes en réconciliation. Je pense que c'est une situation qui vient de façon naturelle après un certain nombre de préalables. Et ces préalables, c'est quoi? C'est la justice. On ne peut pas décider comme ça de dire nous sommes réconciliés. Puis nous sommes réconciliés. Il y a eu des choses qui se sont passées. Il faut revenir sur ces choses-là et permettre aux gens de comprendre ce qui s'est passé. Et puis dire, bon, voilà, qui a fait ça, voilà le processus. C'est à la suite de toutes ces choses-là que, bon, on pourra dire, bon, véritablement, je suis soulagé par rapport à ce qui m'est arrivé. Je connais qui a fait ça. La personne, voilà la peine ou en tout cas la sanction qui a été infligée à la personne. Et voilà, ou bien la personne a demandé un pardon après avoir reconnu sa faute. Mais tant qu'il n'y aura pas ces questions de justice-là, la réconciliation, pour moi, ça veut dire justice. Voilà, on ne peut pas dire réconciliation sans parler de justice. En 2011, avec la journée du pardon de Blaise Compaoré, nous les journalistes, on demandait, mais on disait non, avant la réconciliation, il faut la justice, il faut qu'on dise qui a fait quoi. Mais finalement, on n'a pas su. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus facile de savoir qui a fait quoi? Non, mais ou bien parce que comme Blaise est tombé, c'est plus facile de dire voilà, c'est lui qui est porteur de tous les problèmes. Et justement, tout le monde a vu les résultats de la journée du pardon de 2011. Ça nous a amené nulle part. Ça n'a rien résolu dans la question des choses au niveau des cœurs des gens. Les problèmes sont restés. Donc il faut véritablement, pour moi, la réconciliation, c'est la justice. Effectivement, il faut que chacun reconnaisse son tort, son problème et qu'il vienne répondre devant la justice ou bien se présente devant chaque famille, effectivement, qu'il a eu endeuillé ou bien
en tout cas, chaque famille qui a subi quelque chose venant de lui, en tout cas, demandons sincèrement pardon pour qu'effectivement la réconciliation se fasse. On ne va pas se réunir encore dans un stade ou bien dans une salle pour dire, bon, c'est la journée de la réconciliation, à partir d'aujourd'hui, c'est fini, ça ne finit pas comme ça. D'accord. Joël Ouly, c'était juste un mot parce qu'on va passer au second sujet. Oui, moi je crois qu'il faut quand même avoir beaucoup d'espoir, hein, Oui. parce que Salif Diallo, il est dans son rôle d'homme politique. Et on sait que ce haut conseil est quand même dirigé par des hommes pétris de talent. Et la commission de réconciliation a fait un travail qui est là. Tout le monde, que ce soit hommes politiques, religieux ou autres, se sont accordés et on a mis en place ce haut conseil-là. Donc moi je trouve que non seulement les hommes ont changé, le contexte a changé par rapport à 2001. Donc je pense bien qu'on a bon espoir que pour une fois, les autorités quand même, avec le peuple, vont marcher ensemble pour aboutir à cette réconciliation-là. Ok. Aimé Nabalou, avec vous, on aborde le second sujet de cette émission. C'était le Conseil extraordinaire des ministres du 29 février dernier avec les organigrammes de 22 ministères. Alors, le porte-parole du gouvernement nous avait situé sur les raisons pour lesquelles, effectivement, ils avaient décidé de faire ces organigrammes. Mais en entendant certaines personnes parler, elles disent non, c'est tout simplement pour... donner des postes à des personnalités peut-être. Alors, vous, en tant que journaliste, quelle analyse faites-vous effectivement sur ces nouveaux organigrammes dans les ministères, d'autant plus qu'on dit, nous on avait l'habitude d'avoir un secrétaire général, maintenant on dit qu'il y aura un secrétaire général adjoint. Non, moi je ne pense pas que ce soit objectivement pour se partager des postes. Non, moi je n'y crois pas. Parce que c'est quoi? D'abord, un gouvernement vient avec ses visions, avec ses options. Et il faut lui permettre donc de créer les conditions pour pouvoir mettre en application ce qu'il entend comme action de développement. Et aussi, l'autre aspect, c'est que relire l'organigramme d'un département ministériel, c'est tout à fait normal. Parce qu'il y a une organisation que chaque gouvernement, si vous voulez, chaque ministre entend avoir au sein de son département ministériel. Il ne faut pas lui refuser quand même ce droit-là. Et l'autre aspect qui est peut-être, à mon avis, subjectif, mais important, c'est que n'oubliez pas que du temps, en tout cas de l'ancien président, on avait des gouvernements pléthoriques. Hein, on frôlait la trentaine et quelques. Maintenant que le gouvernement, selon même les aspirations, depuis la transition, il a été, en tout cas, l'option c'est que le nombre de ministres soit réduit. Ça veut dire que la charge du travail devient encore plus grande pour une seule personne, si vous voulez, pour un seul secrétaire général. Tant mieux si ça va leur permettre, en tout cas, d'amorcer les actions de développement. Moi, c'est dans ce sens-là que je l'entends. Mais si les gens estiment que c'est pour se partager des postes politiques, mais le gouvernement est une émanation politique. Okay. Il faut leur reconnaître cela, pourvu qu'il y ait des actions sur le terrain. C'est à mon avis cela le plus important. Parce que les lourdeurs administratives, l'administration burkinabé a été reconnue comme telle. Il y a une lourdeur administrative qui ne permet à personne. La chaîne de développement, les opérateurs économiques, les secteurs sociaux, personne ne peut bouger tant qu'au sein de l'administration, les choses traînent et sont lourdes, à mon avis. Dimitri, c'est vrai que le gouvernement a dit que l'adoption de ces décrets permet d'attribuer peut-être aux différents départements ministériels un cadre réglementaire cohérent en phase avec les décrets, je pense, du 8 février, du 23 février relatifs à l'attribution des membres du gouvernement et puis à l'organisation des ministères. Oui, tout à fait. Je crois qu'il ne faut pas qu'on polémique là-dessus parce que ce qui est clair, parce que quand ça n'a pas commencé souvent, c'est-à-dire que quand il y a des fusions ou quand il y a des subdivisions, une réorganisation des ministères, il faut revoir l'organigramme parce qu'il y a certains services qui se rattachent, il y a d'autres qui se recoupent, il y a d'autres prérogatives qui diminuent, il y a d'autres qui apparaissent. Donc je crois que c'est normal qu'on relise à la fonction d'un ministère qui est nouvellement créé, qui se retrouve, je prends un cas, le ministère de l'administration territoriale, la décentralisation de la sécurité intérieure,
qui prend en compte 3 volets, à savoir l'administration territoriale, qui prend en charge la décentralisation et qui prend en compte la sécurité intérieure. Naturellement, on ne peut plus se baser sur l'organigramme, par exemple, de l'administration sous la transition où il y avait la sécurité qui était détachée. Donc, je crois qu'il y a tous ces aspects-là et qu'on relise. Maintenant, sur la question du secrétaire général adjoint pour initier, bon, écoutez, je crois que tout dépend de la vision. C'est vrai, quand je remarque la composition des ministères, je trouve que quand même les ministres auront du boulot. Parce que, comme il a dit Aimé Namaloum, on voit que les ministères ont été réduits. Donc, les ministres retrouvent beaucoup de volets à diriger. Et vous savez, quand vous prenez le SG, qui est le technicien entre griffes de la maison, ce n'est pas facile pour un seul secrétaire général de gérer les questions de l'administration du territoire, de gérer les questions de la décentralisation et de gérer les questions de la sécurité intérieure, même s'il a sous sa coupe des directeurs qui vont l'aider. Pour moi, je crois que l'organisation ne rentre pas dans ce débat. L'organisation est personnelle selon la vision du chef de l'État. S'il est libre, il y a d'autres pays où il y a même des vice-ministres. Okay. Donc, s'il y a d'autres pays, s'il y a des vice-ministres, je crois que l'objectif à l'heure actuelle, il est libre d'organiser son équipe comme il veut. C'est comme une équipe de football. Moi, l'objectif, c'est les résultats. Il nous a donné des objectifs à atteindre. Le peuple également l'attend au niveau de ces résultats-là. Peu importe les moyens, pour que les moyens soient des moyens vraiment légaux. Et c'est dans le niveau de la légalité et de la légitimité, il est libre d'organiser ses ministères pour l'atteinte de ces objectifs. Donc pour moi, je crois qu'il n'y a pas à se soucier là-dessus. Oui, John Gadiaga, la chose qu'on ne dit pas beaucoup, c'est que cette réforme administrative a été adoptée ou bien souhaitée sous la transition. Parce que c'est depuis la transition, on disait que le secrétaire général dans un ministère, il est tellement occupé et s'il doit signer des dossiers, s'il y a une centaine de dossiers, ça fait traîner les choses. Donc il faut lui adjoindre un secrétaire général adjoint. Donc on peut dire que le gouvernement de Roch n'a fait qu'entériner ce qui avait été souhaité sur la transition. Bon, je ne sais pas trop quel va être le travail confié à ce secrétaire général adjoint-là. Jusque-là, l'explication qui a été donnée lors du Conseil des ministres extraordinaire ne nous a pas véritablement permis de comprendre l'essence de cette décision-là de créer des postes de secrétaire général adjoint. Du coup, c'est peut-être au moment, c'est sur le terrain qu'on verra véritablement ce que ça signifie. Mais je constate que quand même c'est la première fois qu'on voit ça dans notre pays. Et puis bon, j'ai tenté de voir aussi ailleurs. Je n'ai pas vu des exemples comme ça où ça existe des postes de secrétaire général adjoint. Bon, la mission d'un secrétaire général adjoint, c'est de coordonner l'activité du ministère, c'est de faire en sorte, c'est de rédiger les politiques. Bon, maintenant, est-ce que l'adjoint, il intervient au moment où le secrétaire général adjoint n'est pas là, le secrétaire général n'est pas là, ou bien c'est un doublon qui se partage Je pense, peut-être c'est vrai ce que vous dites, il faudra qu'on clarifie, mais est-ce que, comme disent certains, que le secrétaire général adjoint sera comme un chef d'un département, il n'aura pas l'envergure du secrétaire général du ministère? Voilà pourquoi j'ai dit qu'il faudra attendre les précisions. Voilà. Et puis, bon, quand même, il ne faut pas nier le fait que c'est quand même une situation qui va permettre de récupérer certaines personnes qui n'ont pas eu de poids jusque-là. Là, il faut le reconnaître, hein, c'est peut-être quelque chose d'efficace. Ça, c'est un. Voilà, c'est peut-être quelque chose aussi qui va permettre de récupérer des gens, parce qu'il faut se voir dans la formation du gouvernement, il y a eu beaucoup quand même de personnes qui sont venues et qui n'étaient pas les personnes qui étaient sur le terrain au moment de la campagne avec les drapeaux MPP en main qui disaient voilà, voilà. Donc du coup, toutes ces personnes qui étaient sur le terrain avec le drapeau, qui n'ont pas eu de poste ministériel, qui pensent qu'ils sont plus méritantes et qui n'ont pas eu de poste, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on avait appris quand même qu'il y avait quand même quelques grincements des dents au niveau de cette... D'accord, donc c'est peut-être voilà. l'un ou les deux situations à la fois. On verra avec le temps nous dira. Voilà. Mais Joël Zondi, pour revenir à vous, ce que Gadiaga dit est un peu dangereux parce que Dimitri l'a bien précisé, le poste de secrétaire général, c'est un poste technique. Généralement, dans un ministère, c'est le technicien du ministère. Maintenant, si c'est pour créer le secrétaire général adjoint qui devient un poste politique, donc on va nommer à ce poste quelqu'un qui n'est pas un technicien de la chose et ça amènera plus de problèmes que donner de bonnes solutions. Voilà, je crois que nous polémiquons un peu trop sur cette question de secrétaires généraux. Je crois qu'au Conseil extraordinaire dernier, le porte-parole du gouvernement a été on ne peut plus clair. En fait, ce n'est pas tous les départements ministériels
qui seront dotés des secrétaires généraux adjoints. C'est pratiquement tout le gouvernement. Non, les 22, là, c'est les 22, c'est les organigrammes. organigrammes qu'ils ont examinés. Maintenant, c'est peut-être 2 ou 3 départements ministériels jugés un peu étendus où on va nommer des secrétaires généraux adjoints au vu du volume du travail qui est là. Donc je crois que ce n'est pas tous les départements ministériels, ce qui veut dire que bon, ça ne permet pas de récupérer du bon monde comme veut le faire croire mon confrère. Moi je crois que c'est plutôt vraiment sur le plan technique et sur le plan du travail à abattre que ces postes-là ont été créés. Par exemple, quand on prend le département du ministère de l'administration territoriale, de la sécurité et autres, je crois que quand même c'est un département où on voit des civils côtoyer avec des militaires. Je crois que parfois, ils ne sont pas logés à la même enseigne, et même au niveau de la gestion de l'information, au niveau de la sécurité. Donc, ça fait qu'un tel département, bon, qu'on ne soit pas surpris de voir peut-être un secrétaire général adjoint. Par contre, il y a certains départements où, bon, nous le reconnaissons tous, ce n'est pas qu'il n'y a pas de travail à faire, certes, mais ce n'est pas aussi étendu. Dommage que nous ne soyons plus par le temps. On ne pourra pas aborder le 3e sujet, mais il faut toujours rester sur cette question pour parler. Parce que le porte-parole du gouvernement a dit aussi, je pense, que certains postes seront supprimés. On n'a pas donné de précision. Sur quel poste sera supprimé? Non, moi, c'est ce que j'ai dit. Le gouvernement a sa vision. Le gouvernement a sa vision. Ne lui faisons pas de faux procès. Ne lui faisons pas de faux procès. L'argument donné par le confrère Dimitri, à mon avis, s'y est vraiment. Vous prenez l'administration territoriale, c'est vaste. Vous prenez la justice qui allie, si vous voulez, 3 ministères dans certains pays. Vous avez la justice, vous avez le garde des Sceaux, vous avez les droits humains. Ça fait beaucoup. Vous prenez l'agriculture qui fusionne, et l'agriculture, et la sécurité alimentaire, et l'eau, et l'aménagement. Ça fait beaucoup. Moi, je pense, quand bien même, c'est leur droit donc, de récompenser des partisans de même famille politique. Moi, je pense que le plus important, c'est le travail sur le terrain. Parce que les choses ont changé, à mon avis. Si un secrétaire général, si tu as une couleur politique, on t'a nommé secrétaire général adjoint, si le travail n'est pas efficace, écoute, il faut que tu débarrasses le plancher pour quelqu'un d'autre. Voilà, donc je pense que nous sommes au terme de cette émission. Donc merci à vous pour avoir suivi. Sans langue de bois sur Burkina Info, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro.